Salut à tous, et avant toute chose, je vous rappelle que j'ai une vidéo avec spoiler, une vidéo sans spoiler du Réveil de la Force, et 3 critiques de la prélogie. Donc allez voir ça. Star Wars épisode 7, le Réveil de la Force. Avec la sortie Blu-ray du film, j'ai décidé de vous donner mon dernier mot sur le Réveil de la Force. Et en détail. J'ai beaucoup parlé de Star Wars épisode 7, mais j'aimerais prendre le temps de corriger certaines erreurs et conneries que j'ai pu dire précédemment, et aussi en profiter pour aborder certains aspects d'un point de vue plus thématique. Voici grosso modo les points que je vais aborder dans cette vidéo, en commençant tout de suite et comme d'habitude avec la scène d'introduction. Star Wars épisode 7 contient ma scène d'introduction préférée de tous les Star Wars, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Elle présente de manière efficace les enjeux du film avec la carte qui mène à Luke Skywalker. Elle introduit efficacement la rébellion avec Poe tout en introduisant son personnage en tant que pilote, soldat et tête de mule un peu arrogante. Elle présente rapidement Finn en tant que Stormtrooper apeuré qui veut s'écarter du Premier Ordre, qui est lui-même représenté par l'arrivée de Kylo Ren. Puissant, sans pitié, mais avec un passé fragile, Kylo Ren est aussi l'analogie parfaite du Premier Ordre. Et ça, en n'ayant vu que la scène d'introduction. C'est une bonne scène qui pose de bonnes bases pour la suite du film. En 2012, quand Star Wars épisode 7 fut annoncé, J.J. Abrams ne voulait pas participer à la réalisation du blockbuster. Mais au final, après quelques mois de discussion, de travail et un gros chèque, il a sorti ce qui est à mon goût son meilleur film. J.J. Abrams a réussi 3 aspects vitaux du film, dynamisme, échelle et personnage. Oubliez les plans à la George Lucas et les dialogues drainés de toute vie, oubliez la shaky cam confuse et illogique de Zack Snyder, J.J. Abrams sait vous tenir en haleine tout en utilisant le contexte du film au mieux de sa forme. Un X-Wing qui vient sauver notre héros? Pas de problème, voici un mini plan séquence qui donne un vrai sentiment d'héroïsme. Un dialogue un peu chiant à table, même les plans les plus classiques nous font partager l'intérêt qu'ont les personnages pour l'histoire de Maz, avec ce petit rapprochement de caméra. Poursuivi par un ado en colère dans la forêt, vivez l'angoisse de Rey impuissante face à Kylo Ren, filmée telle une force oppressante et inarrêtable. Le seul reproche que je fais à la mise en scène de J.J. Abrams réside au sein des X-Wing. A chaque fois qu'on est au sein d'un X-Wing, c'est un autre plan qui nous est présenté, que ce soit milieu, gauche, très à gauche, on a du mal à cerner la profondeur de l'action et c'est surtout le cas avec les plans à la première personne. En tout cas, J.J. Abrams sait nous faire rêver. Elle a réussi à concocter plusieurs scènes qui peuvent aussi bien me donner des frissons qu'elles peuvent me faire sourire comme un abruti devant mon écran. Cependant, même si je trouve les passages en X-Wing peu ambitieux, J.J. Abrams sait construire une bonne échelle. Que ce soit en nous présentant les vaisseaux du Premier Ordre ou ceux de l'Empire. On est souvent très petit dans Star Wars, on a une réelle sensation de gigantisme. Tout est filmé de haut. Ce sont d'énormes plans dans lesquels nos personnages sont minuscules. Et les seuls moments où la caméra filme d'en bas est lorsqu'un personnage en domine un autre, avec Snoke, Kylo ou même Rey. Contrairement à d'autres films, l'échelle fonctionne, et on sait ce que l'on vaut dans ce nouveau Star Wars. Le dernier point qui mélange les deux aspects précédents est le travail effectué sur les personnages. On peut en dire des tonnes juste par les mouvements de caméra. Quelques exemples sont l'amitié de Finn et Poe. Dans le TIE Fighter, quand ils travaillent en équipe avec Poe qui informe Finn, la caméra va de Poe à Finn. Même chose quand Poe sauve la peau de Finn, et encore quand ils se disent au revoir au camp de la résistance, avec toujours la caméra terminant son trajet sur Finn. Un travail similaire est effectué avec Snoke, qui est toujours en domination sur le général et Kylo Ren. Snoke est filmé de bas, mais les deux autres personnages sont toujours filmés pour avoir la même présence à l'écran. Le film est rempli de ce genre de trucs, avec le plan le plus évident étant la lumière rouge sur le visage de Ben lors de la mort de Han Solo. Facile mais efficace, la caméra raconte une autre histoire, que ce soit par ses mouvements ou par la taille que les personnages prennent à l'écran. Et absolument tous ces choix sont amplifiés par l'excellent editing du film. J.J. Abrams a fait de bons choix, surtout quand il s'agit d'utilisation des effets pratiques. Que ce soit son choix ou celui de Disney, ça fait vraiment plaisir de voir de vrais effets pratiques. Avec Star Wars 7 et Mad Max, j'ai l'impression qu'on a battu un record l'année dernière. Tout a l'air authentique, peut-être kitsch à certains moments, mais le Réveil de la Force partage cette sensation de réalisme. J'ai jamais eu besoin de me demander si certains trucs étaient physiquement présents. J'ai toujours eu l'impression que c'était le cas. Jakku était authentique, la planète a une vraie personnalité grâce à l'utilisation des effets pratiques. BB-8 existe, cette forêt existe, plus ou moins, et même le putain de pain existe. C'est d'ailleurs l'une des qualités du film, suffit de comparer à l'épisode 3 où Anakin et Obi-Wan s'affrontent sur un fond vert alors que Rey et Kylo avaient le plaisir de frôler la fausse neige à leurs pieds. C'était l'un des plus gros défauts de la prélogie et du Hobbit par exemple. On préfère largement le maquillage des Uruk-hai aux images de synthèse dégueulasses des orques. Je vous invite à regarder les bonus de l'épisode 7 pour comprendre de quoi je parle. Et c'est pour toutes ces raisons que je ne comprends pas cette scène. C'est quoi ces trucs immondes?
Honnêtement, qui a designé ces trucs? Ils sont moches dans le mauvais sens du terme. J'ai l'impression que l'artiste a juste dessiné une boule avec des tentacules pendant qu'il se branlait sur un hentai. Au plus du design affreux, cette scène est clairement inutile. Complètement inutile. À moins que ces gangs reviennent chercher Han Solo par la suite de la trilogie, ce qui m'étonnerait pour une raison très particulière, cette scène ne servait à rien. L'idée est que cette scène introduise Han Solo à une audience qui ne le connaisse pas. Sauf que c'est le 7e opus d'une saga. Pourquoi réintroduire un personnage que tout le monde connaît? Même les gens qui n'ont pas vu Star Wars le connaissent. L'autre idée serait de montrer la complicité entre les personnages et surtout entre Rey et Han Solo. Sauf que ce n'était pas nécessaire. Han Solo est déjà impressionné par les talents de pilote de Rey et de toute façon, il se serait revu plus tard sur Starkiller. L'autre problème que j'ai est en lien avec la musique. Comme vous, j'adore John Williams et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'ai trouvé la musique du film extrêmement décevante. L'une des meilleures choses de la prélogie est la musique. Et la musique de la prélogie reste l'une des meilleures bandes-son que j'ai entendues de ma vie. Mais celle-ci m'a énormément déçu. Mis à part le thème de Rey, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu de la musique de l'épisode 7. C'est une sensation de déjà-vu qui est certes agréable, mais trop décevante. L'une des raisons pour lesquelles vous avez envie de voir un Star Wars, c'est aussi pour sa musique. Chaque film a au moins une musique culte. Merde, même KOTOR en a une. Alors que l'épisode 7, j'ai juste l'impression d'entendre du recyclage. Le thème du Premier Ordre n'est même pas impressionnant. Et en parlant du Premier Ordre représente les vestiges de l'Empire. C'est un régime totalitaire qui est sans pitié et qui est prêt à tout pour rester dominant dans la galaxie. Le fait qu'il cherche Luke dans le film est uniquement dû à une faible probabilité que ce dernier entraîne des futures générations de Jedi. Et même si on ne sait pas comment le Premier Ordre est devenu ce qu'il est, on peut sans doute penser que Snoke le dirige uniquement pour en arriver à ses fins. L'impression qu'il nous donne dans le film n'est pas celle d'un dirigeant qui ferait tout pour dominer, mais plutôt celle d'un Sith qui a quelques comptes à régler avec les Jedi. C'est un personnage énigmatique dont on ne peut pas dire grand chose. Et je connais les différentes théories qui circulent, mais pour l'instant, la seule impression qu'il me donne est qu'il utilise le Premier Ordre pour obtenir des résultats qu'il ne pourrait pas avoir tout seul. La situation politique de l'épisode 7 fait partie de ses défauts. Comment est-ce qu'une république est présente dans ce régime totalitaire où le dirigeant écrase tout ce qu'il veut? Depuis quand est-ce que la république assiste la résistance? A-t-on des preuves ou est-ce juste une démonstration de force? Si la république existe, y a-t-il d'autres partis? Comment ça se fait que la rébellion est perdue à la fin de l'épisode 6? Et plein d'autres questions qui ne connaîtront jamais de réponse dans cet épisode. Cependant, le Premier Ordre est aussi bien caractérisé que la résistance, qui a l'air d'être au fond du trou, que ce soit au niveau technique ou au niveau du personnel. Même si Snoke n'est pas l'analogie du Premier Ordre, Kylo Ren l'est. Kylo Ren est un guerrier. Leader des Chevaliers de Ren, il maîtrise le sabre aussi bien qu'il maîtrise la force. Il est sans pitié, strict et ne tolère pas l'échec. C'est une force qui ne connaît pas de limites et qui est prête à tout pour retrouver Luke Skywalker. Cependant, vous savez que ce n'est pas vrai. Kylo Ren est une illusion. Kylo Ren n'est qu'un rêve, un objectif à atteindre, car en réalité, il n'est que la moitié de ce qu'il veut être réellement. Il est fragile, immature et se comporte comme un adolescent. Kylo Ren est un méchant que j'adore. C'est un bon personnage avec de bonnes motivations et c'est avant tout un enfant qui a un problème et ça le rend étonnamment attachant. C'est un homme qui poursuit une fantaisie inatteignable, être aussi puissant que Dark Vador. Ce qui me gêne dans la construction de Kylo Ren est la scène du pont. Parce que j'adore le foreshadowing qui commence avec sa famille, se poursuit par sa colère, son attraction à la lumière, son échec durant l'interrogation de Rey, et même le fait qu'il soit complètement embarrassé devant Hux sans son masque. Malheureusement, dans la scène du pont, on voit Kylo Ren passer de Ren à Ben en un plan. Durant toute la scène, il garde son cool face à Han Solo, sauf quand il craque. Et on voit précisément ce moment. La transition d'une personnalité à une autre est super rapide, et je comprends d'où ça vient, mais c'était à mon avis trop bref. On est rapidement passé d'un extrême à l'autre, et c'est mon plus gros regret. Certaines scènes coupées permettaient de réduire cette sensation, mais malheureusement, elles sont coupées. Et au départ, j'avais du mal à expliquer ce comportement. Je ne savais pas ce qui dérangeait le plus Kylo Ren. Était-ce Han Solo ou Snoke? Est-ce que Kylo Ren est un homme instable cherchant refuge au sein d'une figure dominante, ou est-ce un homme dominé qui est devenu instable? Et je me suis rendu compte que la réponse était simple. C'est les deux. On ne connaît pas les vraies origines de l'instabilité de Kylo Ren, mais il dit précisément dans le film qu'il est déchiré. Non pas entre le bien et le mal, mais entre Solo et Snoke.
qui sont respectivement le bien et le mal. Kylo Ren ne cherche pas refuge au sein de la Force, mais au sein de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider. Il a besoin d'un père qui n'était jamais là pour lui. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai trouvé bâclé. La seconde fois, passable. La troisième fois, j'ai commencé à sympathiser. Et lors du quatrième visionnage, j'ai commencé à l'adorer. Et je retire tout ce que j'ai dit précédemment à son sujet. C'est au final une meilleure version d'Anakin Skywalker. Ce que je ne veux pas, c'est une histoire de rédemption. Je veux pas revoir une histoire à la Dark Vador. J'aimerais tellement que Kylo Ren échoue d'atteindre la lumière et qu'il continue sa vie en tant que membre du côté obscur malgré ses bonnes intentions. Ça serait à mon avis la chose la plus intéressante à faire. En plus, Adam Driver était complètement génial dans le film, autant que Daisy Ridley. Pilleuse affamée, Rey a toujours su se débrouiller. Mécanicienne, polyglotte, pilote, combattante et d'une grande sensibilité à la force, il y a peu de choses que Rey ne sait pas faire, et c'est ça son plus gros problème. Je suppose que vous êtes tous familiers avec l'appellation Mary Sue. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Mary Sue est un personnage de fiction qui semble trop parfait. Un personnage qui sait absolument tout faire sans avoir de défaut visible. Le seul défaut visible de Rey serait son attachement à Jakku. Mais c'est quelque chose qu'elle surpasse en plein milieu du film, et à partir de là, elle ne fait que de s'améliorer. C'est ce qui nous amène au Deus Ex Machina. Rey a découvert la Force grâce au flashback causé par le sabre de Luke. C'est la première fois qu'elle rencontre cet élément mystique. Cependant, on l'observe juste après dans le film utiliser un petit Jedi Mind Trick qui est d'après la saga l'une des utilisations les plus avancées de la Force. Pour vous faire comprendre, épisode 5, Luke a du mal à ramasser son sabre. C'est la première fois qu'on le voit physiquement utiliser la Force. Épisode 6, Luke, après 4-5 ans d'entraînement, utilise pour la première fois la manipulation d'esprit Jedi. Et ça a toujours été une marque de sagesse dans la saga. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker après la fin de son apprentissage, et maintenant Rey après 10 minutes avec la Force. Le plus impressionnant reste sa victoire face à Kylo Ren, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Et sur ce, parlons du combat final du réveil de la Force. Dans mes critiques de la prélogie, j'avais toujours fait la même remarque pour laquelle vous me détestez. J'avais dit que les combats de la prélogie étaient trop chorégraphiés. On n'avait jamais l'impression d'être face à un combat, mais plutôt à une danse. Et il y avait souvent peu d'enjeux et les relations entre les personnages n'étaient pas assez établies pour qu'on s'y intéresse. Sauf pour le combat Anakin Obi-Wan. Et la seule qualité que je peux trouver au combat de la prélogie, c'est leur utilisation des décors et de l'environnement. Dans le cas du réveil de la Force, tout est à mon avis réussi, sauf le fameux Deus Ex Machina. Le combat est très peu chorégraphié dans le sens où on a l'impression d'assister à un combat et non pas une danse celtique. Chaque coup est filmé pour nous donner une sensation d'impact et de fausse viscéralité. On est face à un combat qui mène à la mort et mon regret reste le fait que le sabre laser ait perdu en efficacité, avec Kylo Ren qui se prend 4 coups sans aucun démembrement. Par contre, les enjeux sont là, c'est l'acceptation du côté obscur de Kylo Ren et le renoncement des origines de Rey pour se vouer à quelque chose de plus grand qu'elle. Les deux personnages ont quelque chose à perdre. En ce qui concerne Finn, il n'est pas vraiment là pour combattre, il est juste là pour se faire éliminer du combat et pour plus tard lui donner une bonne raison de vouloir se venger. Mine de rien, c'était marrant de voir à quel point une personne sans entraînement peut se faire complètement éclater par un personnage suivant la voie de la Force. Et c'est là mon seul problème avec le combat. Il utilise bien son environnement, a de bons enjeux et est esthétiquement impeccable. Et c'est le climax qu'on mérite, sauf en ce qui concerne les talents de Rey. J'ai dit que c'était un personnage qui savait tout faire, mais manier le sabre avec l'aisance qui est là est ridicule. Même si elle sait se battre avec un bâton, on est loin d'être face au même style de combat. Et toute l'histoire du réveil de la Force est un pur Deus Ex Machina qui met Rey au même niveau que beaucoup de grands Jedi. Même si Kylo Ren était blessé, chose que j'ai du mal à voir vu la facilité à laquelle il se déplace, ça met Rey au sommet de son adversaire. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi Kylo Ren serait un challenge dans le prochain film. S'il a réussi à l'affronter maintenant, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas recommencer dans l'épisode 8? C'est pas comme Luke qui se fait complètement éclater dans Empire pour après, avec beaucoup de mal et beaucoup d'entraînement, en finir avec Dark Vador dans l'épisode 6. J'ai trouvé ça malheureux de mettre Rey face à un aussi gros défi dès le début et de la voir réussir. Sinon, ça reste un combat que j'adore et je le trouve supérieur à tous les combats de la prélogie. Avant de s'attaquer à la question qui fâche, parlons un peu des personnages secondaires du film. Je ne considère pas Finn comme un personnage secondaire, mais j'ai la forte impression qu'il va le devenir afin que l'histoire se focalise sur Rey. Et j'espère que ça ne sera pas le cas. C'est un bon personnage qui est attachant, c'est un Stormtrooper qui se rebelle face à un premier ordre qui lui a vendu de fausses promesses. Il est contrairement à Rey, imparfait, mais il a une joie de vivre appréciable et il est suffisamment rationnel pour ne pas vouloir affronter le premier ordre, ce qui rend les choses encore plus intéressantes quand il n'a pas le choix. J'ai hâte de revoir Finn et poursuivre son évolution dans la saga. Max von Sydow, de son côté, connaît Kylo Ren et se fait tuer. Ça s'arrête là, c'est assez dommage car c'était un personnage qui avait l'air d'avoir une backstory intéressante. Peut-être qu'on le reverra dans Rogue One. Peut-être. Et en parlant de personnages intéressants mais peu exploités, parlons de quelqu'un qui n'est pas du tout ça.
Poe Dameron est un pilote qui devait mourir au début du film, mais qui au final a été gardé en vie parce que Oscar Isaac est génial. C'est clairement un personnage qui a une personnalité peu distinguée, mais dont on a suffisamment d'informations pour en peindre le portrait d'un pilote de talent arrogant qui ferait tout pour sa cause. Malheureusement, c'est trop plat. Trop plat pour un personnage qui aurait pu être beaucoup plus intéressant. Et en parlant de ça, Captain Phasma dans le film est une putain de traître. Et puis c'est tout. Tous les gens qui la trouvent charismatique se mentent à eux-mêmes. Oui, elle est classe, mais la seule chose qu'elle fait dans le film, c'est trahir le premier ordre. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'aurait pas pu activer une alarme ou une connerie du genre au lieu de désactiver les boucliers. Il y avait de la place pour faire mieux. Vous auriez pu remplacer Traitor par Phasma et l'assommer au lieu de la tuer. Sur la même volée, le général Hux est le même personnage que Poe Dameron, mais avec une forte affiliation à l'ordre. L'avantage qu'a Hux, c'est sa folie et sa dévotion presque inquiétante envers le premier ordre. Et pour finir, parlons de Maz, qui a clairement une affinité à la force et qui en sait beaucoup plus sur tout l'univers du film, mais qui n'en parle jamais. Et encore une fois, elle n'a pas de conclusion à son court séjour dans le film. Je veux en savoir plus sur tous ces personnages. Et c'est ça le problème du film, il nous introduit à plein de petits personnages qui sont pas forcément très intéressants et qui ont l'air plats, mais qui auraient pu être beaucoup plus importants, et plus qu'une checklist de personnages à cocher. Ils auraient pu avoir le même temps à l'écran tout en nous permettant d'en apprendre un peu plus à leur sujet. J'espère qu'ils vont en profiter pour les développer dans la suite de la trilogie. Les personnages secondaires ne sont pas le seul problème, il y a aussi plein de questions qui n'ont jamais de réponse. Il y a deux catégories de questions qui existent dans le Réveil de la Force. La première étant les questions qui auront sûrement une réponse plus tard dans la saga. Pourquoi Kylo Ren est méchant? Qui est Snoke? Rey est-il une Skywalker? Qui sont les Chevaliers de Ren? À quel point sont Finn et Kylo blessés? D'où sort Starkiller 2.0? Qui est-ce qui a poussé Finn à se séparer du Premier Ordre, mis à part sa première bataille? Pourquoi les rebelles n'ont pas gagné à la fin du 6? Qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années? Pourquoi Snoke veut-il retrouver Luke? Comment a-t-il perdu son bras? Et comment est-ce que Kylo Ren a récupéré le masque de Dark Vador? Et puis il y a la catégorie des questions qui auraient dû avoir une réponse. Comment est-ce que Maz a récupéré le sabre de Luke? Et a-t-elle aussi retrouvé son bras? C'est un élément absolument essentiel à l'intrigue du film et ça n'a jamais été expliqué. Et pourtant le film essaie de nous dire qu'il faut pas s'en inquiéter. Parce qu'ils vont expliquer ça plus tard. Et le fait que Luke soit choqué de voir son sabre nous indique qu'il n'était pas au courant. À moins qu'il soit choqué de voir Rey, et non pas son sabre. Et est-ce que ça veut dire que Maz est maintenant officiellement au chômage? Quelle est l'organisation politique de la galaxie? Le Premier Ordre règne clairement en maître. Du moins c'est l'impression que nous donne le film. Mais qui est représenté par la République? Est-ce un parti illusoire qui n'est là que pour réconforter la population, qui se fait complètement raser de la carte? Et est-ce que la République assistait réellement les rebelles? On ne sait vraiment pas grand chose sur la situation politique, et c'est bien dommage. Qu'est-ce qui a réveillé R2-D2? Comment est-ce possible que R2-D2 se réveille au moment le plus important et le plus essentiel du film? Est-ce que c'est Luke qui l'a activé? Si oui, arrêtez de penser ça. Le mec est en mode clochard à l'autre bout de la galaxie, ça m'étonnerait qu'il ait la radio, et même si c'est le cas, c'est beaucoup trop facile. Je pense juste que R2-D2 s'est réveillé par la magie qu'est le scénario du film. Qui est le personnage de Max von Sydow? Pourquoi a-t-il la carte qui mène à Luke? Comment connaît-il Kylo Ren? Que représente-t-il pour Luke? Pourquoi personne n'en reparle plus jamais dans le film? Il a l'air d'être une figure importante dans la rébellion. Comment est-ce que Han Solo a perdu le Faucon Millennium? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché dans tous les recoins de la galaxie? Il était trop content d'être un père de famille et il s'en foutait? Ou est-ce que c'est juste le film qui devait y mettre Rey en pilote pour que Han la retrouve dans la microseconde qui suit? Pourquoi est-ce que Luke et Han Solo ne vont plus jamais partager une scène ensemble? Oh merde. Putain, c'est triste. Pourquoi est-ce que toutes les étoiles noires sont aussi stupidement construites? C'est la troisième et il y a toujours un point faible complètement évident. Et pour finir, la question la plus importante du film. Pourquoi est-ce que C3PO a un bras rouge? À quoi est-ce que ça servait? Parce qu'il est jaune à la fin du film. D'ailleurs, beaucoup de réponses et de développement de personnages sont présents dans les bonus du film. Et il y a certains bonus qui auraient dû rester. Il y a plein d'autres questions, mais vous, ce qui vous gêne le plus, c'est autre chose. Est-ce que Star Wars épisode 8, le réveil de la force, est un remake d'un nouvel espoir? Vous connaissez les points communs. Un robot qui contient une information vitale sur une planète déserte, un méchant masqué habillé de noir recherchant ce droïde, un héros torturé, un personnage plein de force dans le désert, un mentor qui explique la force et qui meurt pour la bonne cause, un militaire ayant la même autorité que la figure masquée, mais surplombé par une figure encore plus importante, un Solo qui donne l'argent à quelqu'un, une cantina avec plein de trucs dégueux, une nouvelle étoile noire, une base rebelle sur une planète forestière, un personnage voyant son mentor mourir sans pouvoir intervenir, encore une attaque sur une étoile noire, une tranchée pour les X-Wing et une faiblesse exploitable au bout. Et ça, ce n'est que l'histoire, il y a plein de références et plans entre guillemets volets de la trilogie originale. La ligne est trouble, référence ou manque d'originalité.
Afin d'atteindre une nouvelle génération, ils ont fait ce qui a bien marché à l'époque, mais en modernisant tout ça. Et si vous voulez appeler ça un remake, chose que je trouve absolument légitime, c'est un excellent remake, sauf le fait que tous les acteurs soient affreusement jeunes. Je veux dire, le chef des armées du Premier Ordre a 25 ans. Mais peu importe que ce soit un remake, est-ce que ça vous dérange ? C'est ça la vraie question. J'adore la trilogie originale et j'ai adoré ce film. Et même s'il y a un manque total d'originalité, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de la saga. Le 4e pour être précis. En plus c'est un bon Star Wars, c'est un bon film. Et oui, je laisse couler pour cette fois car ça fait 35 ans qu'on n'a pas eu un bon film Star Wars. Mais je veux voir l'épisode 8 prendre des risques. Ce qui nous amène à la prochaine catégorie. Je me tiens un jour des théories de fans, j'adore les lire, il y a beaucoup de trucs vachement intéressants et pertinents. Snoke en tant que Darth Plagueis, l'empereur ou même Boba Fett, Rey, petite fille d'Obi-Wan, Kylo Ren, méchant malgré lui, Poe homosexuel, Han qui sait qui est Rey, et Jar Jar Binks est en réalité le grand méchant de la saga. Tout cela est très comique et très intéressant, mais il y a une chose que je veux plus que tout au monde dans l'épisode 8. Je veux que Rian Johnson pète un câble, je veux qu'il prenne des risques mais tout en restant cohérent et dans les thèmes de Star Wars. Je veux qu'il ose, je veux qu'il bouge et qu'il en sorte une abondance d'originalité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans Star Wars. Et je veux qu'il nous sorte de nouveaux trucs ou alors des trucs qu'on n'a jamais vus au cinéma mais dans l'ancien univers étendu. Et en ce qui concerne les spin-offs, pas besoin de films sur Han Solo. Mais par contre je veux voir des films bien plus différents et qui ne sont pas dans la lignée de la saga principale mais tout en restant dans le même univers. Rogue One a l'air d'avoir compris que c'est avant tout un film de guerre dans un univers fantastique, et j'adore ça. Et je veux voir Star Wars explorer tous les thèmes et les genres que la saga n'a jamais explorés. Je veux des films Star Wars hyper violents qui parlent de cartels et de chasseurs de primes. Je veux des films Star Wars à une autre époque où la situation politique était différente. Je veux des films Star Wars qui se concentrent sur les méchants et sur leurs problèmes. Et je veux voir exploser l'univers cinématographique de Star Wars. Et je l'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos que la magie Star Wars allait disparaître. Allez voir l'épisode 7 était comme un réveil un matin de Noël. Un pur plaisir. Et malheureusement c'est une sensation qui va disparaître. Et je m'y suis fait. Mais du moment qu'ils nous pondent de bons films tous les ans comme ils le souhaitent, je serai présent. Et pour finir, Le Réveil de la Force est une réussite. C'est un super divertissement qui est un bon film et un bon Star Wars. C'est un film bien réalisé avec de bons acteurs, un scénario qui tient la route mais qui manque cruellement d'originalité, un rythme efficace, de l'humour, de superbes effets spéciaux et effets pratiques, une musique timide, quelques manques scénaristiques, des lieux de tournage splendides, des questions sans réponse, de l'action au top et quelques choix scénaristiques étranges. Le Réveil de la Force est un bon putain de film. Avez-vous revu Le Réveil de la Force? Et si oui, est-ce que votre avis a changé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter. Allez voir ma vidéo sur Batman vs Superman. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.